d'ADN West. ADN West qui est un des 4 co-organisateurs de Digital Change. Digital Change, nous sommes aujourd'hui à la 3e édition. Nous sommes ravis de vous voir si nombreux. Aujourd'hui, on a 3500 personnes attendues. Donc pour une 3e édition, on est ravis. Et évidemment, on va parler transition numérique avec cette singularité de l'événement de patrons d'entreprises qui viennent partager leur expérience de transition numérique auprès d'autres patrons d'entreprises. Aujourd'hui, il est extrêmement important de s'engager dans cette transition numérique. Denis Jacquet, d'ailleurs, ce soir à 17h, donnera une conférence à un entrepreneur engagé. Et bien souvent, il explique qu'il ne faut pas regarder la transition numérique se faire et se réaliser, mais qu'il faut bien en être un acteur. Du coup, aujourd'hui, je vous conseille humblement d'écouter, de partager, de vous inspirer et de profiter au maximum de Digital Change pendant ces 2 jours. Et puis, je vais passer tout de suite la main à Quentin, qui va donc animer cette table ronde autour d'un commerce 100% digital, point d'interrogation. Merci beaucoup. Bon Digital Change à tous. Merci. Et bonne table ronde. Merci. Bonjour à tous et bienvenue. Je m'appelle Quentin Franck, je suis directeur marketing de l'agence Intuiti. On accompagne des moyennes et grandes entreprises dans leur performance digitale. On ne va pas faire une intro très longue, ce n'est pas l'objectif. On va directement passer à la présentation des intervenants. Et on va commencer par toi, Myriam. Alors, Myriam, tu as pas mal de casquettes différentes. Tu es directrice du Lab Innovation de la Poste. Tu es également présidente ou cofondatrice du Club Social Business Makers. Tu as participé, tu es directrice du projet du baromètre Social Selling. Ça fait quand même pas mal de choses. Comment ça va ? Mais très bien, et je suis vraiment très heureuse d'être avec vous ce matin. C'est toujours un plaisir pour moi comme pour mon équipe de partager nos retours d'expérience. Donc voilà, j'espère qu'il vous sera utile aujourd'hui. Alors on va commencer par une toute petite question pour toi. Alors ton profil est super intéressant dans le sens où il y a 4 ans maintenant, tu décides de lancer une grande démarche social selling, donc l'usage des réseaux sociaux pour la vente en B2B à la Poste, alors que si on regarde les chiffres, ça c'est des chiffres qui sont issus justement du baromètre dont on parlait à l'instant, il y a 3 ans, il y a 4 ans maintenant, il y avait très peu de personnes de la fonction commerciale qui étaient déjà présentes sur les réseaux sociaux. Donc pourquoi tu te mets à ce moment-là à te dire, bah tiens, il faut que les commerciaux de la Poste passent à l'usage sur les réseaux sociaux ? Alors effectivement, il y a 4 ans, quand je me lance, tu as raison, il ne se passait pas grand-chose entre les commerciaux et les réseaux sociaux. À l'époque, c'était le marketing qui commençait à s'y mettre. Et puis, rappelez-vous, il y a 4 ans en France, on avait 2 réseaux majeurs, c'était LinkedIn et Viadeo. Viadeo était un vrai compétiteur de LinkedIn. Et d'ailleurs, on avait tendance à dire, sur le marché français, c'est plutôt Viadeo et dans les territoires, Viadeo qui a la main. Et puis, LinkedIn, c'est plutôt réservé aux dirigeants des grandes entreprises internationales. Et à l'époque, quand je fais un petit peu ma photographie au niveau de la Poste Solutions Business, on a 2000 commerciaux sur l'ensemble du territoire. Et je fais une petite enquête pour savoir la proportion d'entre eux qui utilisent les réseaux sociaux à titre professionnel. Et j'en ai quasiment aucun à l'époque. Donc c'est vrai qu'il y avait un territoire vraiment vierge sur la question. Mais j'étais convaincue malgré tout que c'était un chemin d'avenir parce qu'il suffisait d'observer le comportement des plus jeunes pour voir qu'ils allaient tous vers le conversationnel et que les réseaux sociaux allaient devenir un canal d'avenir également pour la vente. Donc c'était une intuition, une conviction un peu personnelle. On a commencé petit. Alors il y a 4 ans, ce n'était pas du tout un grand programme parce que pas grand monde y croyait au sein de notre direction, puis même autour de moi. Donc, je suis allée chercher avec quelqu'un de mon équipe une 30aine de volontaires. Ils n'ont pas été forcément très faciles à trouver au départ. Mais on a lancé un test avec eux. Tu disais juste, oui. Tu voyais les plus jeunes. Est-ce que ces volontaires étaient aussi les plus jeunes ou est-ce qu'il n'y avait pas de lien ? Pas du tout. Alors ça faisait partie des choses, des messages que je voulais véhiculer aujourd'hui. Le digital et la transformation digitale ne concernent pas que les jeunes. Et en particulier quand on parle de réseaux sociaux, parce que réseaux sociaux, finalement, c'est
à avoir le sens du réseau. Et les personnes qui souvent ont le sens du réseau et qui ont un réseau, c'est qu'elles ont un petit peu de bouteille dans leur vie professionnelle. Et quand on a 20 ans, on n'a pas forcément un grand réseau. C'est normal, c'est comme ça. Donc pour moi, être bon en social selling, ça ne veut absolument pas dire être jeune, ça veut dire avoir un réseau et savoir s'en servir. Donc parfois, et c'est ce qu'on constate chez nous, ceux qui ont plus de 40-50 ans peuvent être très très bons en social selling. Il n'y a pas de lien avec l'âge. Voilà, en tout cas, on a démarré, je vais faire court pour laisser aussi la parole à mes collègues, mais on a commencé à une trentaine de testeurs en Ile-de-France, volontaires et vraiment motivés. Et puis, on a eu de premiers résultats assez rapidement. Au bout de quelques mois, on avait porté une attention très particulière à la formation de ces bêta-testeurs parce que j'avais mis beaucoup d'espoir dans ce groupe test vu qu'il y avait pas mal de scepticisme autour de nous. Donc, on avait fait un gros effort de formation pour l'époque avec et puis quelque chose de très très pratique. On les avait fait monter en compétence sur leur profil LinkedIn avec une belle photo, etc. Et je m'étais dit au pire, s'ils arrêtent là, au moins ils auront une belle image digitale. Et puis l'après-midi, on leur avait demandé de venir avec quelques prospects qu'ils n'arrivaient pas à toper. Et on a fait l'exercice d'essayer de les toper via LinkedIn. Et il s'est passé des choses dès cette première journée, des choses qui ont été confirmées dans les semaines et les mois à venir. On a eu de premières signatures, on a communiqué auprès de ces belles signatures. Et là, j'ai 3-4 directeurs des ventes en territoire qui sont venus me voir en me disant écoute Myriam, moi j'aimerais bien que tu emmènes tous mes commerciaux, ça a l'air intéressant ce que tu fais. Et j'ai dit non, je ne vais pas emmener tous tes commerciaux, je vais emmener les 2-3 qui vont vraiment en faire quelque chose des réseaux sociaux. Et on a procédé comme ça. Au bout d'un an, on a eu 110 personnes embarquées dans la communauté, 1 million d'euros de chiffre d'affaires, puisqu'on avait aussi décidé très tôt de suivre le business généré dans le CRM. Ça nous semblait important en élément de preuve. Et je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais aujourd'hui, au bout de 4 ans, on est à 1250 commerciaux sensibilisés ou formés. Et puis, je vous raconterai peut-être plus avant tout à l'heure où on en est. D'accord, merci beaucoup. Alors, Bertrand, à ton tour. Bertrand, toi, tu es responsable des partenariats innovants chez Santé Claire. Avant ça, tu étais directeur adjoint des réseaux de soins sur un poste sur lequel tu avais une dynamique de transformation digitale très forte. Tu as aussi un passé dans la partie commerciale. Tu as été directeur commercial de différentes structures. Petite question rapidement sur Santé Claire. Qu'est-ce que vous faites? Quel est l'objectif? Alors, Santé Claire, c'est une société qui propose des services à des assurances dans le domaine de la santé. On accompagne environ 10 millions d'assurés santé dans leur parcours de soins. Alors, notamment dans les domaines audio, optique, dentaire, audio, pour les prendre dans l'ordre de volume. Là où, en fait, sur ces domaines-là, vous avez un reste à charge assez élevé parce que les remboursements sont nettement moins élevés que sur d'autres domaines. Et donc, Santé Claire accompagne sur ces sujets-là, sur ces domaines-là, mais également on met en place des nouveaux services comme la téléconsultation et d'autres types de services vraiment dans le parcours santé. Et l'année dernière, vous aviez un nouveau produit. Exactement. Il y a 2 ans et demi, 3 ans, on a lancé un test sur un produit autour de l'audioprothèse. Et on a, pour lancer ce produit, on a décidé d'avoir une approche un peu originale à voir, mais en tout cas, on s'est dit, tiens, on s'adressait donc en B2C, hein, c'est important de le préciser dans le cadre de la discussion. En B2C, on s'adressait aux personnes via Facebook, et pour finalement inciter et faire comprendre le produit, et surtout sur un domaine qui est très particulier, qui est l'audioprothèse. Sur une cible très particulière. Et une cible, voilà ce que j'allais dire, une cible qui est la cible des seniors. Il faut savoir que la moyenne d'âge d'une personne qui s'équipe, c'est 71 ans. Donc se dire, tiens, on va utiliser Facebook pour adresser le marché des personnes qui ont 71 ans en moyenne d'âge d'achat, c'est quand même un peu original. Et il s'avère que ça a plutôt fonctionné. On a animé finalement la communauté d'une façon assez dynamique, avec une approche vraiment de contenu très formalisé, très structuré, avec de l'information qui, a priori, allait intéresser les acheteurs. Information, pourquoi qui devait intéresser les acheteurs? C'est important dans la vente, quelque part, revenir aussi à des basiques et de se dire il faut que les personnes comprennent ce qu'on va vendre, qu'on comprenne aussi quels sont les freins à la vente. Et dans ce domaine-là, dans le domaine de la santé, en particulier dans le domaine de l'audioprothèse, le frein psychologique est très important. Donc on s'est dit, eh bien, en passant des messages, en ayant une approche de réassurance finalement, avec des articles qu'on va poster toutes les semaines. En plus de ça, c'est une marque qui n'est pas connue au départ. Marque pas du tout connue, c'est pas sous la marque Santé Claire qu'on a lancé ça. Donc, alors même si Santé Claire, c'est pas très connu non plus, évidemment, sauf si vous regardez sur votre carte de tiers payant,
Derrière, il y a quand même 10 millions d'assurés santé qui utilisent Santé Claire. Donc a priori, sur votre carte de tiers payant, vous pourrez peut-être voir le nom Santé Claire, mais bon, on ne regarde pas souvent les logos qu'il y a sur la carte de tiers payant. Donc effectivement, cette marque, pas du tout connue, donc se lancer sur Facebook pour faire ça, eh bien, ça nous a permis de générer 80% de nos leads étaient via ce canal-là. Donc c'était hyper intéressant, avec des articles de fond pour rassurer les gens, comme j'expliquais, toutes les 2 semaines, des petits messages sympas, des petites images que les gens aiment bien sur Facebook, avec des marronniers au moment de la Saint-Valentin, un truc sympa. Donc bref, ça a vraiment démontré, on a réussi à démontrer avec cet exercice-là qu'on pouvait faire quelque chose en vente sur les réseaux sociaux et pour une cible qui n'était pas effectivement gagnée au départ, quoi. Ok. On y reviendra juste après aussi. Julien, toi, tu es CEO de iAdvise, tu es aussi cofondateur. iAdvise, ça a 9 ans aujourd'hui. Beaucoup de clients. 2500, c'est ça, clients 2500 marques. Ouais, 2500 marques, exactement. Est-ce que tu peux expliquer rapidement ce que fait iAdvise aujourd'hui? Parce que ça a quand même pas mal évolué. Alors, aujourd'hui, iAdvise se positionne comme une plateforme conversationnelle pour le marketing, le commerce et le service client. On a démarré en 2010 en faisant ce qu'on appelait alors du live chat. Alors je ne sais pas qui parmi vous dans la salle a déjà eu l'occasion de dialoguer par chat avec un service client sur Internet. Voilà. À l'époque, en 2010, quand on a démarré, le taux d'équipement et donc en corrélation le taux d'usage était de 2%. Voilà. Donc 2% des entreprises en France proposaient la possibilité pour leurs clients d'avoir des interactions par chat avec le service client. Voilà. Aujourd'hui, 2019... B2B, B2C B2B, B2C, principalement B2C. Mais aujourd'hui, on voit apparaître un usage plus prononcé sur le B2B, puisqu'on a un sujet, de vente complexe, souvent en B2B, et donc besoin d'engager la conversation avec un interlocuteur expert. Et 2, on se rend compte que le processus d'achat B2B se déporte aussi maintenant en ligne. Voilà. Et donc la transformation majeure 2019, on ne parle plus de live chat, on parle plutôt de messaging. Alors le messaging, ce sont entre autres ces applications que vous utilisez. Je ne sais pas qui parmi vous utilise WhatsApp ou Messenger dans la salle. Voilà, mais vous êtes 4 milliards d'utilisateurs mensuels actifs dans le monde, cumulés à utiliser des applications de messaging. Donc on parlait de sujets de génération. C'est plus un sujet de la génération Y, c'est un sujet intergénérationnel et global. C'est un usage massivement adopté dans le monde. Merci Julien. Alors, sur cette première partie, on va parler du chemin, comment on y vient, comment vous y êtes venus, comment vos clients y viennent. On va partir d'un constat, c'est que lorsqu'on a préparé cette table ronde, tous les 3, vous m'avez dit une chose, c'est ne pas y être, commerce digital, ne pas y être, aujourd'hui c'est être en retard. Myriam, est-ce que tu as des preuves? Je sais que justement par rapport au baromètre, on a des preuves aussi. Oui, alors j'en ai effectivement sur le social selling. Avant ça, je vais faire le lien avec Julien. Le chat, je pense effectivement que le digital, c'est évidemment une mine d'opportunités. Nous, on l'expérimente tous les jours. On a déployé le chat iAdvise depuis maintenant un peu plus de 2 ans au sein de la Post Solutions Business. On en est plus que satisfait. On a une satisfaction client B2B de 99% via ce canal. Et un business, un vendeur qui chatte, il fait 2 fois plus de business qu'un vendeur classique, entre guillemets. Donc c'est véritablement un canal d'avenir et je trouve, nous on prend beaucoup de plaisir à travailler avec les équipes d'iAdvise. Sur le social selling aussi, on fait le même constat, mine d'opportunités. On est plutôt en France en période d'early adoption. Les entreprises, ils sont pas encore toutes, même si dans notre baromètre, effectivement, Quentin, on a pu constater que 90% des décideurs B2B déclaraient être présents sur les réseaux sociaux aujourd'hui à titre professionnel. Je vous le disais, il y a 4 ans, c'était proche de 0. Donc, il y a un chemin énorme qui a été fait sur le marché français. Pour autant, le marché n'est pas mature parce que les décideurs ont beau être présents, ils ne savent pas toujours comment s'y prendre, comment accompagner les équipes, quoi poster en termes de contenu, etc. Donc, il y a un gros chemin d'accompagnement à faire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce canal n'est pas saturé, qu'il est beaucoup plus facile
facile de capter des décideurs via ce canal parce que dans 80% des cas, si vous envoyez un email via LinkedIn, il va être lu par l'interlocuteur. Vous voyez qu'on est bien loin des statistiques sur l'email. Donc je pense qui sont je les ai 3%, plus en tête, mais voilà, enfin, on doit être autour de ça, donc ça n'a rien à voir. Et effectivement, dans le baromètre, on a fait beaucoup de constats intéressants. 57% des professionnels, des décideurs disent accepter spontanément une demande de mise en relation via LinkedIn. Et si on est allé un petit peu plus loin que ce chiffre, Quentin, sur le baromètre, si on regarde le taux ensuite d'acceptation de rendez-vous et d'achat au bout du rendez-vous, on arrive à un taux de transformation qui est de 3%, donc c'est-à-dire 3 fois plus que de la prospection dans le dur traditionnelle, prospection téléphonique, alors même qu'on est encore une fois sur un marché qui n'est pas préparé, pas mature, et avec des commerciaux qui n'y sont pas pour la moitié d'entre eux, qui pour la moitié d'entre eux n'y sont que depuis 1 an. Donc on voit qu'on a un potentiel énorme autour des canaux digitaux. Ouais, Julien, là-dessus, toi tu parlais tout à l'heure de 4 milliards d'utilisateurs d'app messaging. Donc ça serait pour toi le constat de départ qui ferait que l'entreprise qui n'est pas dessus, qui n'est pas dans cette conversation, qui n'utilise pas le digital pour du commerce, elle est en retard, encore une fois, B2C, B2B? Alors, il y a d'abord la question du digital, donc être présent en ligne dans l'optique de vendre ses produits et services en B2B. D'abord, je voudrais partager avec vous une réflexion qui est très simple, hyper intuitive. Vous, en tant que consommateur, dans votre quotidien, quand vous réalisez un achat ou quand vous vous apprêtez à réaliser un achat, qu'est-ce que vous faites? Vous allez sur Internet, vous vous renseignez, vous vous acculturez, vous allez comparer, vous allez monter en connaissance, vous allez probablement commencer à vous renseigner sur les offres, les tarifs et éventuellement acheter en ligne. Pourquoi est-ce que le comportement du particulier serait différent du professionnel? On parle de la même personne, c'est-à-dire que les réflexes du particulier, quand il met sa veste et qu'il va travailler, sont les mêmes pour lui, c'est-à-dire il va en ligne se renseigner et chercher là où les entreprises susceptibles de répondre à ses enjeux, ses attentes. Donc, être présent en ligne, c'est juste une évidence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas un avantage concurrentiel, c'est un must-have. Voilà, il faut le faire, c'est tout. Maintenant, sur le sujet du conversationnel, certains peuvent considérer qu'on est déjà finalement dans une étape un peu plus avancée. Or, effectivement, le fait que la conversation, le messaging soit massivement adopté, démontre l'utilité. En fait, la conversation, c'est le standard de communication et d'interaction le plus naturel. Voilà, c'est ce qu'on est en train de faire là en ce moment, on converse. Et donc, c'est une interaction entièrement complémentaire d'un support froid et descriptif qu'est le site web. Et très complémentaire, c'est-à-dire que si je peux trouver l'information par moi-même en ligne, eh bien, je le ferai, je m'en saisirai. Néanmoins, si je ne suis pas en capacité de pouvoir trouver cette information, ou que j'ai besoin d'informations complémentaires, ou j'ai besoin d'une forme de réassurance avant un acte d'achat, alors je vais avoir besoin d'entrer en relation avec un conseiller, quelqu'un qui pourra me renseigner. Et quoi de plus naturel, finalement, que de proposer une interaction qui est dans la continuité de l'expérience de navigation. Je suis sur Internet, comment ne pas créer de rupture dans l'expérience. Et créer une rupture, par exemple, c'est proposer à l'interlocuteur de nous appeler. Voilà. Et donc, c'est de changer de canal, de changer d'expérience. Proposer une interaction par chat ou par messaging, c'est proposer une interaction dans la continuité de cette expérience. C'est aussi un canal qui est peu intrusif. Voilà, on n'a pas forcément toujours envie de passer un coup de fil, pouvoir chatter. C'est une solution intuitive, naturelle. Et c'est aussi ne pas créer de rupture de temporalité. Donc aujourd'hui, on peut se dire, oui, les gens peuvent nous envoyer un email. Ok, les gens peuvent envoyer un mail. Mais sous combien de temps ils vont avoir une réponse? Allez, dans le meilleur des cas, sous 1 heure. En fait, c'est déjà trop tard. Qu'est-ce qui s'est passé en 1 heure? Imaginez le nombre de sites concurrents qu'un internaute a pu consulter en 1 heure
Et donc, la prime ira à celui qui aura amené le plus de réactivité et une capacité à réagir dans l'instant et assurer une continuité de l'expérience utilisateur, tant du point de vue de la navigation que de la temporalité. Donc aujourd'hui, tes clients, ils n'achètent plus à Advise, enfin, en tout cas, ils ne font plus appel à Advise uniquement pour être présents, c'est surtout pour être le premier à répondre à leurs propres clients, c'est ça ? Alors, ils l'utilisent de différentes façons, mais effectivement, l'une des raisons qui poussent et qui ont poussé nos clients à déployer iAdvise ou toute autre solution de messaging, c'est de venir créer un avantage concurrentiel réellement. C'est-à-dire cette capacité à pouvoir capter l'instant et pouvoir capter le prospect immédiatement. Là, si je peux rebondir là-dessus, je pense que la notion d'immédiateté, nous, on en fait vraiment la preuve dans la satisfaction de notre client. Je vous ai dit, on a une très forte satisfaction. Et quand nous, on est en relation commerciale, hein, donc l'objectif, c'est d'essayer de vendre à travers le chat. Et on se rend compte, on engage la conversation via chat. Quand on détecte un potentiel business, on propose au client de le rappeler. Il nous donne son numéro. Quand on le rappelle, sa première réaction, pour beaucoup d'entre eux, c'est « Ah, mais vous me rappelez là maintenant tout de suite ? Ah, mais c'est génial, votre truc !» Voilà. Et on voit que l'immédiateté, voilà, c'est un vrai gain, évidemment, dans la relation commerciale. Toi, Bertrand, quand tu lances la puce à l'oreille, qui est donc le site, la page Facebook de l'offre Santé Claire, il y a une volonté de créer de la conversation, il y a une volonté d'échanger avec ses clients futurs. Oui, ce qu'a décrit Julien, c'est vraiment ce qui a été mis en place. C'est-à-dire que d'abord, il y a une interface Facebook avec différentes possibilités de communication, soit des articles, les gens vont aller lire, soit des petites images sympas. Sur les articles, effectivement, le côté ne pas créer de rupture, ce qui est important, c'est que la personne, quand elle lit l'article, elle arrive sur le site classique, et là, tout de suite, il y a un numéro de téléphone, parce qu'effectivement, ça reste quand même une cible de seniors. Bien là, les personnes ont la possibilité de contacter des conseillers santé. Parce qu'ils s'interrogent sur ce qu'ils sont en train de lire, parce que l'audition, ça leur pose problème, ils se demandent comment faire, parce que c'est effectivement souvent le cas, une femme qui va appeler parce que son mari il met plus fort la télé, donc c'est anecdotique, mais ça va vraiment être des questions de base. Alors là, c'était plutôt le canal téléphonique qui avait été effectivement privilégié, ou bien la personne pouvait aussi demander de l'information plus type brochure, mais dans la continuité de l'expérience Facebook. C'est-à-dire qu'on a vraiment eu cette approche-là. J'allais dire, comment on a voulu y aller, c'est déjà se fixer un objectif. À quoi allait nous servir ce qu'on mettait en place ? Donc là, c'est la première question qu'il faut se poser quand on met en place des outils digitaux pour son business. Donc nous, la réponse était on veut générer tant de leads, on veut par semaine ou mensuel, etc. On avait des objectifs précis. Donc déjà, se dire, bon, bah, il y a un chemin à parcourir, on sait où on veut aller. Donc le chemin, quel chemin, quel finalement dispositif, quel moyen on met en œuvre pour atteindre l'objectif ? Eh bien là, le moyen, ça a été de mettre en place Facebook et tout ce dispositif de transformation de lead, encore une fois, sans rupture, pour rassurer la personne qui était à l'autre bout de l'ordinateur. Voilà, donc c'était vraiment cette approche-là, ce dispositif qui est complètement en ligne avec ce que décrivent Myriam ou Julien, quoi. Je vais rebondir sur une chose que tu viens de dire, qui est la personne, peut-être qu'elle a envie de nous appeler parce que son mari a mis trop fort la télé, enfin, il y a plein de raisons comme ça. En fait, en gros, tu t'adaptes à l'usage, et c'est aussi ça le messaging, c'est s'adapter de plus en plus, donner davantage de solutions pour répondre aux nouveaux usages de ses clients utilisateurs. C'est exactement ça. Donc, quand on fait, on en parlait avec Myriam, quand on fait de la vente, il y a des éléments de base, il y a du basique, on reviendra peut-être dessus, mais l'écoute du client, la compréhension de son besoin, ce sont la base de la pyramide de la vente. Bien, là, forcément, quand on met ça en place, on met ça d'abord en premier lieu. On se dit, on comprend à peu près ce marché, on comprend les personnes, ce qu'elles attendent vis-à-vis de ce domaine particulier qu'est l'audioprothèse, et du coup, on essaie de leur communiquer de l'information qui permet de les rassurer sur, par exemple, les problématiques liées aux freins psychologiques. Après, le fait de mettre le canal téléphonique, c'est vraiment ça. Vous pouvez avoir quelqu'un en ligne et qui va vous écouter et qui va comprendre et vous aiguiller derrière on aiguille vers des magasins d'audioprothésistes. Mais voilà, c'est vraiment ça l'approche. Pas de rupture. Super, merci. On va peut-être passer là directement aux limites, parce que ça paraît très très beau, très facile, etc. Mais il y a quand même des limites, notamment on parle beaucoup du full digital. Il y a Auchan là, qui a annoncé en début d'année lancer un magasin où il n'y aurait plus d'humains du tout. Il y a de plus en plus. Le chatbot aussi fait partie de ces réflexions-là où on a juste un contact avec une IA.
Est-ce que l'un de vous trois veut se lancer sur ce rapport à l'humain? Le full digital, rapport humain? Alors, moi, je veux bien juste rappeler quelques expériences intéressantes dans la vente avec le full digital qui n'ont pas forcément donné le succès escompté. Je ne sais pas si vous connaissez, par exemple, Sensi. C'est un site de vente en ligne de lunettes qu'a lancé Marc Simoncini il y a peut-être 7 ou 8 ans. Et c'est une expérience intéressante en termes de vente parce que finalement, ça n'a pas fonctionné tel qu'il l'attendait. Je ne peux pas me permettre de dire que ça n'a pas été un succès. Hein. Ça n'a pas fonctionné tel que c'était attendu. Et la stratégie, ça a été de recréer des stores physiques. Donc c'est quand même original de se dire, tiens, on va vendre des lunettes en ligne. Ça fait moins de 10% de ventes sur les ventes de lunettes en France depuis 5 ans. Ça ne bouge pas, 10 à 15%. Ça ne bouge pas, ça stagne. Donc typiquement, on est sur un marché, il y a des domaines comme ça où le full digital peut avoir quelques difficultés. Après, effectivement, peut-être qu'il y a des stratégies, de la transformation à faire pour que ça fonctionne. Tu l'évoquais, Julien, peut-être qu'il y a une approche. Mais en tout cas, c'est intéressant des cas comme ça. Ou dans l'assurance aussi, c'est intéressant les cas d'assureurs qui imaginaient vendre des contrats d'assurance complètement en ligne. Il y en a. Il y a Alan qui s'est lancé, mais qui a une cible très particulière en B2B. Mais sinon, effectivement, en B2C, c'est compliqué de vendre de l'assurance full digital. Je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, chez nous, les meilleurs social sellers, ce sont ceux qui ont le sens de la relation. Donc on est complètement dans l'humain au cœur de la relation commerciale digitale. Et on a fait le même constat sur le chat. Quand on a recruté les chatteurs, on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément les meilleurs vendeurs qui étaient les meilleurs chatteurs. Les meilleurs chatteurs, c'est ceux qui savent créer du lien immédiatement avec le client dans la conversation. Et donc mettre de l'humain dans cette relation, même si elle est à distance. Donc nous, ça nous semble fondamental de préserver ce côté humain, même dans la relation digitale. Est-ce que c'est pas aussi ce qui peut apporter des difficultés? Parce qu'on imagine quand tu viens former 1250 commerciaux, c'est pas si simple. Alors, moi, je pense justement, tu fais le lien avec d'autres messages que je voulais passer. Tu parles de limites, limites à la transformation digitale. Je pense qu'il peut y avoir 2 gros écueils que les entreprises font pour transformer leurs équipes. C'est penser d'abord outils. Et ça existe. Hein. Moi, il y a quelques années, j'ai vu plein d'entreprises acheter des licences, des milliers de licences LinkedIn à leurs commerciaux en disant maintenant vous avez la licence premium, allez les gars, on y va, on va faire de la vente digitale. Ça ne marche pas. Et de la même manière, eAdvice est un super outil, mais si on met ça entre les mains de n'importe qui, entre guillemets, et n'importe comment, ça fera 0. Et je sais qu'il y a aussi des échecs en chat alors qu'il y avait une belle opportunité. Donc moi je pense qu'au-delà de l'outil, il y a un vrai point d'attention à porter à la stratégie de conduite du changement et à la stratégie tout court qu'on souhaite avoir autour du projet. Je voulais un petit peu expliquer en introduction. Nous, on a une stratégie vraiment des petits pas, et c'est toujours notre stratégie sur l'ensemble de nos projets, de dire on va chercher ceux qui ont vraiment envie d'y aller et dont on sait qu'ils vont créer du buzz positif autour de la démarche et créer du résultat, et on ferme la communauté à ces gens-là, et on l'élargit très progressivement pour avoir toujours une communauté efficace et positive, et on ne s'encombre pas, entre guillemets, des détracteurs, des personnes qui ne veulent pas y aller, qui vont plomber notre résultat et notre conduite du changement. Et donc, on a décidé d'avoir une conduite du changement comme ça sur le moyen et le long terme, mais qui porte ses fruits et qui soit extrêmement efficace en interne comme en externe. Deuxièmement, je pense que ce qu'il faut voir derrière toutes ces transformations, c'est le changement de posture pour le commercial. On est en train de changer d'air. On arrive dans l'ère de l'inbound marketing. On sait qu'aujourd'hui, avec l'omnicanal, il faut arrêter de pousser des choses aux clients qui ne l'intéressent pas et de la pub. Il faut réussir à l'attirer à soi avec des contenus qui l'intéressent. Et c'est ce que tu as très bien expliqué. Donc, et ça, pour le commercial, c'est complètement nouveau. Enfin, on ne lui a jamais appris à faire ça. C'est nouveau, ça. Et ça s'anticipe, ça s'apprend. Donc, je pense que c'est aussi très important d'avoir cette notion en tête. Il y a quelqu'un qui est un expert du social selling qui s'appelle Philippe Deliège. J'aime beaucoup son expression. Il dit il faut apprendre aux commerciaux non plus à partir à la chasse, mais à partir à la pêche. Et je pense que c'est tout l'enjeu d'une transformation commerciale réussie en B2B. Peut-être avant que tu rebondisses, Julien, du coup là tu es en train de directement nous donner des bonnes pratiques. C'est vrai que tu parlais du contenu, et là-dessus on a des chiffres qui sont assez dingos sur la partie contenu. Ah oui, assez dingo, effectivement. On s'est rendu compte, est-ce que vous imaginez que
56% des décideurs aujourd'hui disent avoir été influencés dans leur acte d'achat par la lecture d'un article ou d'un post sur LinkedIn ou sur les réseaux sociaux. C'est absolument énorme et ça explique aussi que 80% de tes leads aient pu provenir de ton approche éditoriale. On voit que les contenus sont vraiment au cœur de cette stratégie qui est à mettre en place, de cette nouvelle stratégie commerciale. Julien, là-dessus? Sur les limites? Ouais. Très rapidement. Bon, d'abord, le full digital en self-service. Donc ça, c'est la vision initiale. Moi, quand j'ai démarré en 2010, quand j'allais rencontrer un directeur e-commerce, ce directeur e-commerce me parlait de sa chaîne de valeur et de sa vision de la transformation client. La vision était la suivante, c'est on fait de la publicité en ligne, programmatique, automatisée, qui permet d'amener du trafic sur notre site web. On convertit ce trafic en acheteurs et puis ensuite on expédie les produits. Et puis on espère que jamais finalement on aura affaire aux clients. D'ailleurs on cache même les numéros de téléphone pour éviter qu'ils nous appellent. Voilà. Le résultat aujourd'hui, c'est un taux de transformation en Europe d'1,33%. 1,33% des visiteurs qui arrivent sur un site internet repartent avec un produit. Imaginez un instant. Je t'embête encore avec cette question B2C là. En B2C, tout à fait, ouais. Mais ça arrive aussi en B2B. Donc là où je veux en venir, c'est nous, quand on est arrivé avec ce pari finalement d'humaniser l'interaction en ligne, on est arrivé avec le pari suivant. L'interaction humanisée va permettre d'améliorer la transformation. Qu'est-ce qu'on observe? On observe dans le B2C, en moyenne, que 20% des visiteurs qui ont une interaction par messaging ou par chat sont transformés en clients. Et donc on voit toute la puissance de l'interaction humaine. Voilà. Donc la première limite du full digital self-service, c'est un taux de transformation très bas, voilà, et des coûts d'acquisition de trafic qui sont en train d'exploser, puisqu'en fait, la publicité en ligne est de plus en plus compétitive. Voilà. Et ça profite très bien à Google avec des systèmes d'enchères qui justement tirent vers le haut cette acquisition de trafic. Donc la nécessité d'amener davantage d'humains. Mais limite, première chose, 60% des achats en ligne dans le B2C sont réalisés le soir et le week-end. Donc ça pose la question de la disponibilité du service client. Voilà. Donc nous, c'est pour ça qu'il y a 2 ans, on a créé Ibu, qui est une communauté d'experts indépendants disponibles à la demande, qui sont des gens comme vous, comme moi, qui sont des particuliers qui vont avoir une passion et qui vont être disponibles pour répondre sur leur domaine de spécialité, sur leur passion, notamment le soir et le week-end quand les services clients sont fermés. L'alternative également que le marketing a cherché à faire émerger, on en parlait tout à l'heure, c'est les chatbots. Voilà. Donc on parle d'intelligence artificielle. Moi, quand j'ai démarré en 2010, il y a un acteur qui existait sur le marché qui s'appelait Virtuose, qui a été racheté par Nuance, qui est un très très gros éditeur dans le software aux États-Unis. Ça a été fondé par 2 Français. L'un d'entre eux, c'est Alexandre Lebrun. Et après avoir revendu Virtuose à Nuance, il a fondé une autre entreprise qui s'appelle Vitaï, qui a été rachetée par Facebook. Et il a intégré les équipes d'intelligence artificielle de Facebook. C'est le papa de M, l'assistant virtuel. Tous les ans, on organise un événement qui s'appelle Conversation à Nantes. Et on avait Alexandre Lebrun sur scène. Voilà. Pour lui, voilà, qui depuis plus de 15 ans maintenant travaille dans l'univers de l'intelligence artificielle appliquée au conversationnel, l'intelligence artificielle n'est pas en mesure de remplacer l'humain. Et la question même qui est posée, c'est est-ce que c'est souhaitable? C'est-à-dire que on pourrait poser la question encore dans la salle, qui a été amené à discuter avec un agent virtuel ici? Voilà. Qui aime discuter avec un robot? Ou qui même a été correctement servi par un robot? Alors, désolé, hein, je sais qu'il y a des investissements qui ont été engagés. Mais voilà, ça pose quand même ce sens.
la question majeure, c'est celle de l'intérêt de l'entreprise. Donc l'intérêt économique, il est évident. Hein. C'est faire bosser un robot pour répondre à mes clients, ça coûte nettement moins cher que de faire bosser des gens dans mon service client. C'est évident. Et en plus, ça me permet d'offrir des réponses 24/7. Maintenant, est-ce que c'est en adéquation avec les attentes des consommateurs? Et est-ce que ça vient les servir correctement? Voilà. Et donc, ça, c'est sans doute une première limite. Alors peut-être que ça va évoluer, peut-être que l'année prochaine, on se retrouvera ici, et puis on posera la question de savoir qui aime parler avec un robot. Et puis il y a des gens qui vont lever la main en disant bah, « moi, j'ai eu une super expérience voilà. ». Ce ne sera peut-être pas l'année prochaine, mais on sera peut-être plutôt sur un horizon à 5 ans. Donc première limite, voilà, il y a un très grand fantasme autour de l'intelligence artificielle et des chatbots. Aujourd'hui, ces technologies ne sont pas en mesure de remplacer l'homme. Par contre, on peut les utiliser en complément de l'homme. Et on peut utiliser l'intelligence artificielle, les chatbots, pour automatiser des actions conversationnelles à faible valeur ajoutée que l'humain réalise. Et parmi ces actions, on a une action de qualification du besoin. Voilà. Vous êtes qui? Vous avez quel âge? Pourquoi vous avez besoin d'une prothèse, etc. Voilà. Et une fois qu'on a opéré cette qualification, par exemple, on va pouvoir adresser la question aux meilleurs répondants, aux meilleurs spécialistes face à la question, à la problématique qui peut être posée. Plus généralement, ça peut être est-ce que c'est une question d'avant-vente, sur quel type de produit, ou est-ce que c'est plutôt une question d'après-vente, etc. Et ça, c'est intéressant parce que ça permet de réduire le temps de traitement de 30% et donc de réduire son coût au contact de 30%. Voilà. Et cette intelligence artificielle, on peut aussi l'utiliser en complément de l'humain, un peu à l'image de l'exosquelette. Vous savez, l'exosquelette, c'est ces combinaisons que des techniciens enfilent pour pouvoir porter des charges extrêmement lourdes. C'est l'humain augmenté. Voilà, c'est l'humain augmenté, pour pouvoir suggérer à un conseiller là où les réponses qu'il pourrait apporter face à la question qui est posée. Et ça, aujourd'hui, on commence à plutôt bien le faire. Et pareil, ça permet d'améliorer le temps de traitement. Merci. Bertrand? Ce qu'évoque Julien, c'est intéressant parce que ça résonne, parce qu'effectivement, il y a des investissements qui sont faits sur ces sujets-là, sur les sujets du chatbot peut-être, mais et l'approche est vraiment celle-là, c'est-à-dire être dans l'approche de la relation, c'est-à-dire compléter l'information qu'on va peut-être fournir via un réseau social ou via un service de messaging avec des conseillers de santé. Nous, typiquement, c'est ça. Donc l'approche a été effectivement celle que décrit Julien, et l'investissement, c'est plutôt dans ce type d'approche-là. L'humain doit rester quand même au centre du dispositif. Après, quelle est sa proportion d'intervention? C'est là la question, effectivement. Et est-ce qu'une approche d'échange ou de relais de communication via des réseaux sociaux, via autres moyens de communication, eh bien ça, c'est la part de cette information, c'est en fonction d'informations structurées qui vont pouvoir être qualifiées et transmises pour nous à ces conseillers en santé. Donc l'approche, c'est la même. Voilà. Ouais, par moment, on peut imaginer, nous étant dans le milieu, qu'il y a un moment où on va saturer. Et en fait, les chiffres montrent qu'il y a encore largement la place, non? Myriam, qu'est-ce que tu en penses de ça? Je regardais Christian et tu vois, du coup, j'ai pas entendu Myriam, ta question. Il m'a diverti. Non, je te parlais je te parlais du fait qu'on est loin, très très loin d'être saturé. Ne serait-ce que, alors on parlait des chats, on parle aussi de contenu, il y a encore largement la place et il y a encore de l'insatisfaction très très largement de la part des consommateurs. Oui, complètement. Aujourd'hui, on constate que 38% seulement des décideurs en B2B sont satisfaits des contenus qu'ils trouvent sur les réseaux sociaux. On tombe à 25% quand on parle des DG, donc il y a un travail énorme qui est à faire. Alors ces chiffres, ils s'expliquent, c'est normal. Pendant ces dernières années, finalement, ceux qui ont occupé la place des réseaux sociaux étaient beaucoup les communicants, les marketeurs, j'allais dire, ceux qui font du marketing et qui ont tendance... Ceux qui sont contents de ce qui qui sont contents de ce qu'ils produisent, et c'est normal parce que c'est des fonctions qui ont pour mission de valoriser leur marque. Or, on s'aperçoit que ceux qui pratiquent les réseaux sociaux, ils viennent pas chercher des informations sur les marques ou de la publicité, ils viennent chercher des contenus qui les aident dans leur
métier, du benchmark, des articles de fond. Donc c'est quelque part normal. Ce chiffre s'explique, mais effectivement, il y a un boulevard de progression pour les entreprises sur leur approche contenu, tout à fait. Avant de prendre une ou deux questions dans le public, moi j'ai une question pour tous les trois, simplement pour clôturer. Si vous aviez à fermer la porte vraiment à une pratique actuelle, à demander au marché d'arrêter une pratique actuelle, qu'est-ce que ça serait? Myriam, Bertrand? En fait, moi, j'en ai deux en tête. Alors, en ce qui concerne voilà, les grands groupes comme le nôtre, parce que forcément, c'est plutôt mon univers de référence. Moi, je dirais que pour réussir son accompagnement, sa transformation digitale commerciale, je pense qu'il faut faire simple dans l'accompagnement des équipes. Je pense que nous, ce qui fait peut-être aussi la clé de notre réussite et notre force, c'est qu'on n'est pas une équipe digitale dans sa tour d'ivoire au siège, loin des opérationnels, mais on est dans l'opérationnel. Le lab que je dirige, il comprend 3 vendeurs digitaux qui expérimentent les nouveautés qu'on déploie et qui ensuite vont accompagner leurs pairs pour leur mettre en main ces nouveautés. C'est comme ça qu'on a fait pour le chat et c'est comme ça qu'on est passé de 3 chatteurs dans mon équipe à 135 en à peine 1 an et demi. Donc je pense que c'est important de faire simple, d'utiliser des mots simples, d'arrêter d'imaginer que le digital, c'est un truc très compliqué, loin de soi. Aujourd'hui, alors je parle du chat, c'est pareil sur le social selling, dans notre communauté de chatteurs, on a des personnes qui ont plus de 50 ans, 60 ans, qui approchent de la retraite, qui sont d'excellents chatteurs. Je pense que voilà, il faut revenir à l'humain, c'est aussi dans l'accompagnement interne, et je pense qu'il faut arrêter parfois de vouloir avoir une casquette d'hyper spécialiste qui sait mieux que tout le monde. D'accompagner les gens ? Ouais. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer ça. Oui, ça prend du temps, mais en même temps, je pense que c'est important si on veut réussir sa transformation. Et puis, quelque part, ça prend du temps, c'est un investissement de départ. Mais une fois que, si on a la bonne stratégie, une fois qu'on a passé du temps, effectivement, au départ, à former des ambassadeurs, après, ces ambassadeurs, ils font le job pour vous. Donc, le temps, vous n'en avez plus besoin forcément dans l'équipe qui a lancé le projet. Donc, il y a ça. Et puis, deuxième chose, moi... toujours sur l'approche un peu grand groupe ETI, je pense qu'il faut qu'on apprenne à renverser la table. Si on veut faire autrement, rentrer dans l'heure du digital, je parlais de changement de posture. Enfin, aujourd'hui, les clients ils vont à une vitesse hallucinante dans la relation qu'ils souhaitent avoir avec nous. Je pense qu'il faut un peu oublier les méthodes traditionnelles de fonctionnement où on va se réunir, réfléchir ensemble, faire des copies, demander l'avis des managers. Enfin, je pense que la vérité, elle est au plus près du client et donc elle est dans les mains des vendeurs. Et il faut, je pense, voilà, avoir ce souci de leur faire confiance et de les responsabiliser au maximum. C'est comme ça qu'on arrivera à aller vite. Bertrand ? Alors, tu demandes effectivement les pratiques qu'on aimerait... Alors, j'ai envie de parler sur des expériences personnelles, en fait, quand tu es contacté sur LinkedIn pour des choses que la personne qui te contacte ne comprend pas forcément ton activité et te contacte comme si déjà on se connaissait effectivement très bien. Et ce type de vente, elle est contre-productive en fait. Donc ça, je parle en vente B2B. C'est ce qui donne un effet de saturation au final. C'est C'est peut-être pas saturé sur ce que tu recherches, mais en tout cas, tu es saturé d'informations qui ne t'intéressent pas. Voilà, là, c'est vraiment de l'approche, on va dire, personnelle. Cette approche de vente un peu contre-productive, je pense. Alors peut-être qu'en volume, ça peut fonctionner, il peut y avoir des faibles pourcentages. Moi, j'ai pas de chiffres. Je pense que Myriam, tu en aurais peut-être plus sur ces finalement approches infructueuses. Ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment comme pratique qui devrait être en tout cas plus mûrement réfléchi et plus travaillé comme effectivement ce qui est fait dans le cadre du travail de Myriam. Donc je pense que voilà, ce type d'approche là, c'est vraiment un retour personnel un peu en dehors du retour d'expérience qu'on peut avoir chez Santé Claire. C'est de la technique de vente B2B comme ça infructueuse, je pense. Alors à titre personnel, les scénarios et workflows d'email automatisés. Voilà. C'est-à-dire qu'avant, les boîtes envoyaient de la pub par courrier. Ensuite, elles l'ont faite par mail sur des formats très typés. Et puis, à un moment donné, certains ont réussi à tirer leur épingle du jeu en envoyant des emails très personnalisés, très humanisés, en construisant la relation et en n'hésitant pas à être dans le bon rythme de relance. Voilà. Et ça a permis finalement de générer une bonne accroche. Et puis d'un seul coup, tout le monde se met à faire ça. Et moi, je dois recevoir 20 à 30 emails par jour de chaînes automatisées
où on s'adresse à moi de façon extrêmement personnalisée, mais je sais que derrière, c'est un workflow, un processus automatisé, etc. Et je ne fais plus attention à ça. Ça, ce sont des techniques qui sont en lien avec l'inbound marketing dont tu parlais. Nous, on pratique l'inbound chez iAdvice, puisqu'en fait, on va chercher de futurs clients, absolument. Et aujourd'hui, il y a des techniques qui sont en voie de développement, qui commencent à arriver en France, qui sont extrêmement utilisées plutôt aux US et au UK, qui ont attrait à l'ABM, Account-Based Marketing. Voilà. Plutôt que, quand tu parlais d'aller à la pêche, plutôt que d'y aller avec un grand filet et de tirer très large, on va définir les comptes cibles qu'on souhaite signer. Et on va mener des actions marketing à destination de ces comptes. Et je vous donne juste un exemple. Aujourd'hui, si vous faites de la publicité en ligne pour promouvoir les services de votre entreprise, vous pouvez massivement surexposer votre marque en crachant des milliers, des centaines de milliers, voire des millions d'euros pour être visible sur des bannières publicitaires, etc. En l'occurrence, l'enjeu, c'est de créer la notoriété de sa marque. Si moi, mon enjeu, c'est d'aller signer Renault, j'ai besoin d'être connu auprès de Renault. Et aujourd'hui, il y a des outils qui permettent, par exemple, sur la base de l'IP, de faire de l'affichage publicitaire uniquement auprès des collaborateurs de Renault et de faire en sorte d'être extrêmement visible auprès de cette cible-là et de l'attaquer d'autres façons différentes, avec de l'email, du téléphone, enfin des méthodes plus traditionnelles, et de me rendre visible, légitime, et de réussir à susciter l'intérêt et la réunion. Voilà, l'account-based marketing, qui est une tendance qui permet une meilleure efficience, c'est-à-dire l'atteinte de son objectif dans une économie beaucoup plus efficace que la publicité de masse. Merci Julien. Est-ce qu'on a le temps de prendre une ou deux questions? On prend une ou deux questions, c'est bon? Ouais. Est-ce que vous avez des questions? Oui, bonjour. J'aimerais savoir justement comment vous faites pour tout ce qui est prospection, puisque justement quand on reçoit des messages sur LinkedIn, c'est assez désagréable pour être prospecté. Est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux, ou Facebook ou autres, pour dialoguer, mais tout ce qui est prospection, est-ce que vous avez des retours d'expérience à nous donner pour recruter le client à la base? Alors, excuse-moi Myriam, mais juste pour Facebook, c'était de la prospection. C'était pas du dialogue. L'objectif, c'était des leads pour que derrière des magasins d'audioprothèses vendent. Donc nous, l'objectif, c'était de l'acquisition de leads. Donc c'était vraiment une approche prospective de vente Facebook. En ce qui nous concerne, alors moi j'ai décrit les canaux digitaux, mais qui sont bien évidemment complémentaires aux techniques de prospection traditionnelles, donc téléphone, rendez-vous face à face, envoi de campagne marketing, donc on est sur les canaux traditionnels de prospection. Alors chez iAdvice, on a plusieurs leviers en termes de prospection et d'acquisition client. Bon, on a d'abord un levier marketing, où on va opérer de l'acquisition de trafic, opérer de la publicité en ligne, faire de l'inbound marketing, faire de l'ABM. Et on a aussi des équipes qui sont en charge de faire des appels sortants en vue de générer des rendez-vous. Et à la fois le marketing et les appels sortants sont ensuite des leads qui seront adressés aux équipes commerciales. On n'utilise pas une technique, mais peut-être un ensemble de 30 techniques différentes, méthodes, supports et approches différentes. Je complète très rapidement. En fait, sur l'expérience qu'on a menée, on a testé beaucoup de types de campagnes marketing. Je ne vais pas revenir sur l'expérience du courrier, parce que pour la Poste,
Non, je plaisante, mais effectivement, le courrier n'a pas été un très bon vecteur de prospects. Mais voilà, on a testé différentes choses. C'est important d'avoir une approche de test and learn quand vous voulez effectivement rendre efficace vos démarches de prospection. Il ne faut pas hésiter à se dire pendant 3 mois, on va tester une approche avec des investissements limités. C'est ce qu'on a fait sur Facebook. Quand on s'est lancé, on a testé dans des villes. Là où on allait déployer d'abord cette approche avec des magasins physiques d'audioprothèses, on a déployé une démarche Facebook localisée. Donc un investissement qui était très réduit. Après, on a constaté que ça fonctionnait par rapport à d'autres types de vecteurs de prospects. Eh bien, on a plutôt choisi de continuer avec Facebook en investissant plus. Et les autres, on les a abandonnés. Donc le SMS, par exemple, ça n'a pas donné tellement de résultats. Pourtant, alors ça dépend. À Nantes, pas terrible. À Marseille, un peu. Le courrier, de la pub dans des journaux pour se faire connaître, ça n'a pas donné grand-chose. Bref, c'est important d'y aller en test and learn. Il y a d'autres endroits où ça marche très très bien, le courrier en prospection. Désolé. Une toute dernière question. Oui, vous m'entendez? Oui, bonjour. J'avais une question pour Julien de iAdvise. Donc moi, je suis responsable marketing pour un cabinet d'audit et d'expertise comptable, donc un gros groupe international où sur des métiers, vraiment, on est sur du B2B, sur des métiers qui ne sont pas toujours très sexy. La question de l'inbound marketing est complètement intégrée nous, dans notre cabinet, mais par contre, quand vous parlez de live chat, je suis un peu sceptique. Moi, du coup, c'est vrai que vous avez parlé beaucoup de B2C, d'achat en ligne, etc. La question du live chat, est-ce que vous avez des retours d'expérience de sociétés avec qui vous travaillez, qui sont sur des métiers très complexes, des cycles longs, des ventes complexes, dans lesquels le live chat peut s'intégrer? Ou est-ce que vous proposez plutôt d'autres services qui seraient peut-être pas forcément plus pertinents justement que le live chat? Si je peux me permettre, c'est notre cas. La Poste, on est en B2B et sur des offres complexes, pour certaines à cycle long, et ça marche très bien en ce qui nous concerne. Merci. Alors moi, je voudrais juste dire, c'est normal que vous soyez sceptique parce que vous n'êtes pas encore cliente. Est-ce qu'on clôture là-dessus? C'est pas mal comme clôture, non? Oui, parce que... Bonne journée à tous. On reste disponible.